Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle chronique taraborienne où nous allons continuer l'anatomie du scénario Le Poudrier de Cristal. Nous étions restés au moment où les personnages devaient avoir compris qu'en réalité, malgré les éléments transmis par leur commanditaire Monsieur Bennett, à savoir une copie du rapport de police que celui-ci a obtenu en faisant jouer son réseau d'influence, eh bien, les aventuriers n'ont pas vraiment de piste à l'issue après avoir compulsé ces éléments, et ils doivent comprendre qu'il va leur falloir remonter l'enquête un petit peu et suivre les différentes pistes laissées en fait par les victimes et retourner faire des enquêtes de voisinage. J'ai donc choisi de présenter la suite du scénario en faisant à chaque fois une entrée générique. Donc vous voyez ici la piste de Sonia Bennett, la première des victimes, cette laborantine anglaise. Et va se dérouler sous cet intitulé, en fait, tout ce qui va découler et les pistes successives que les investigateurs vont pouvoir suivre. Parce que je me suis rendu compte qu'en réalité, si on imagine l'enquête comme une cible, par exemple, avec au centre la révélation ultime et les personnages qui démarrent sur la couronne la plus extérieure, en réalité, dans les faits, peu de personnages vont s'amuser à rester sur la couronne extérieure. Dès qu'ils vont trouver un indice qui va leur permettre de pénétrer au centre de la cible, généralement, le groupe d'investigateurs va y aller. Donc, je trouve plus pratique dans le scénario de le présenter comme ça, encore une fois, pour que, en partie, il y ait de plus grandes chances de pouvoir enfiler les scènes comme ça, telles qu'elles se présentent logiquement avec le parcours mental que vont faire les joueurs. La piste de Sonia Bennett. Donc les éléments relevés dans le dossier de police sont intéressants mais ne contiennent pas réellement de pistes en eux-mêmes. Les personnages vont devoir reprendre l'enquête depuis le début pour essayer de glaner des informations supplémentaires en se rendant sur les lieux de chacun des crimes. Premier lieu, donc l'appartement de Sonia Bennett. Le modeste meublé occupé par la laborantine anglaise est situé au numéro 37 de la rue Victoria Street. On accède à l'appartement au second étage en passant par un hall d'entrée surveillé par la loge de la concierge, Sarah Pendleton, une vieille femme aux cheveux gris qui porte des robes fleuries. La concierge est bavarde, et l'horrible crime commis dans son immeuble est presque devenu un motif de fierté. Elle précise qu'après la visite des policiers, de nombreux journalistes sont déjà venus pour l'interroger et prendre quelques photos. C'est que nous sommes devenus célèbres désormais. Un test de baratin ou de charme pourra la décider à vous faire faire une petite visite guidée de l'appartement, dont elle a conservé le double des clés. La perspective de quelques dollars octroie un débonus sur le jet de baratin ou de charme. Encore une fois, l'élément important, maintenant que les personnages sont lancés dans l'enquête, et ce par rapport aux horloges que nous avons mis en place dans la section précédente, c'est un petit peu combien de temps chacune des pistes d'investigation va réclamer au personnage. Donc cet entretien, moi j'ai convenu qu'il prendra au moins 2 heures, 2 heures et demie, car la gardienne est bavarde, intarissable, dont il est difficile de se débarrasser. S'ensuit une petite description de l'appartement. Le petit appartement de Sonia se compose d'une pièce principale qui fait office de chambre et de salon, d'une petite cuisine et d'une minuscule salle de bain qui comprend une cabine de douche. C'est ici, devant une table en bois rayé et un lit à moitié défait, que son cadavre a été découvert il y a plusieurs jours. Il flotte encore une odeur de sang coagulé et vous pouvez distinguer des traces sombres sur le plancher. Sur le mur qui longe le lit, une étagère en bois et ferraille contient quelques ouvrages, pour la plupart des romans et des bibelots. La position dans laquelle le corps a été retrouvé est marquée par une silhouette à la craie, autour de laquelle on peut distinguer un cercle brun. Voilà pour la mise en situation. Les indices maintenant. En examinant de plus près le cercle qui entoure la silhouette dessinée à la craie, un trouvé objet caché révèle la présence de quelques infimes particules d'une petite poudre brune. Vous vous rappelez, cette poudre brune, c'est celle qui vient du fameux poudrier de cristal et qui est en fait une décoction, un mélange de champignons hallucinogènes. Que le chef de la tribu indigène dans laquelle Howard Stanton avait été pas kidnappé mais recueilli sur l'île, lui avait offert pour son départ.
Si cette poudre est analysée, les investigateurs apprendront qu'il s'agit d'une mixture végétale. Première étape. Une nouvelle série de tests identifiera des champignons hallucinogènes, Psilocybe acutipilea, provenant d'Amazonie, dont le taux de toxicité est très élevé. À moins que les personnages ne procèdent par eux-mêmes à l'analyse, chimie difficile, l'analyse des champignons auprès d'une pharmacie prendra 2 jours pour obtenir une identification. Encore une fois, ce qui va nous intéresser ici, c'est d'arriver un petit peu à articuler le temps que chacune des investigations va prendre au personnage pour remonter le fil de l'enquête. La piste des champignons. La provenance des champignons devrait amener les investigateurs à chercher de nouveaux éléments en rapport avec l'Indonésie. En cherchant dans ce sens, ils finiront par trouver auprès des archives de la presse locale un petit article qui relate la brève exposition qu'avait organisée Howard Stanton quelques mois après son installation. L'article précise que l'explorateur avait organisé l'événement en compagnie d'Alexia Hart, alors en charge des affaires culturelles de la ville d'Everett. Plusieurs objets indonésiens avaient été présentés par Howard et celui-ci avait fait une rapide lecture de texte qui racontait son étrange séjour sur l'île lointaine. Cette piste conduit à l'ex-délégué aux affaires culturelles. Auprès du laboratoire maintenant, où travaillait la laborantine. Si les personnages se rendent au laboratoire où travaillait Sonia, ils rencontreront John Stark, le propriétaire en fait de la pharmacie, un gros homme dans la cinquantaine dont les cheveux roux sont coiffés en brosse. Le pharmacien, qui porte une paire de lunettes rondes à monture métallique, est aimable et il répondra volontiers aux questions que lui poseront les investigateurs. Après tout, Sonia était une employée modèle, toujours à l'heure et soignée. Même si elle n'était pas véritablement chargée de clientèle, d'ailleurs les clients réguliers qui la connaissaient appréciaient sa bonne humeur et l'entrain qu'elle dégageait. C'est également le cas des autres membres du personnel, avec lesquels Sonia entretenait d'excellents rapports. John Stark n'a aucune idée de ce que pourrait être le mobile de son assassinat. D'ailleurs, sa connaissance des autres crimes le pousse à adhérer pleinement à la théorie d'un tueur en série. L'entretien occupera les investigateurs pendant 2 heures si l'on prend en compte la localisation et le trajet jusqu'à la pharmacie. Venons-en maintenant au cas de l'ex-conseiller municipal délégué aux affaires culturelles, Alexia Hart. Retrouver l'ancienne conseillère municipale en charge des affaires culturelles qui avait organisé l'exposition avec Howard Stanton n'est pas très compliqué, mais cela réclamera tout de même 4 heures aux investigateurs. Alexia habite maintenant une villa à la périphérie de la ville, dans un des quartiers les plus chics d'Everett. La septuagénaire aux cheveux courts, poivre et sel, porte une jupe bleu marine et un chandail en laine sur lequel est accrochée une broche en argent incrustée de pierres. Elle est douce et posée et recevra les investigateurs en leur offrant une tasse de thé ou de café dans son salon richement meublé. La vieille dame se rappelle bien l'exposition d'Howard. Elle est diplômée d'histoire et cette aventure a été l'occasion d'allier son travail et sa passion. Monsieur Howard était un homme charmant, mais on sentait une certaine fragilité psychologique chez lui. Cela tient certainement à son séjour sur cette île lointaine. Bon nombre d'entre nous n'auraient sans doute pas supporté ce genre de séjour. Il avait ramené tout un tas de bric-à-brac. De ce que j'avais compris à l'époque, il s'agissait d'objets que les indigènes qu'il avait recueillis lui avaient offerts. Quand nous avons commencé à travailler sur le projet, j'ai senti une certaine réticence de sa part à dévoiler tout cela. Finalement, je suis parvenu à le persuader en lui faisant entrevoir la possibilité avec cette exposition de tirer un trait définitif sur ce passé dérangeant et tourmentant. Parmi les objets qui ont particulièrement attiré mon attention, je me rappelle surtout un magnifique poudrier de cristal en forme de cygne qui contenait une poudre brune ainsi qu'un étrange cylindre de métal gravé qu'il manipulait avec la plus grande précaution. Howard a fait une lecture publique d'un petit texte de sa plume qui racontait les circonstances de sa captivité. Il m'avait donné connaissance du texte avant la cérémonie et j'avoue que j'avais trouvé certains passages volontairement édulcorés, comme si Howard ne souhaitait pas tout raconter. Je me rappelle également le soulagement qu'il a exprimé lorsque la manifestation s'est achevée alors que nous étions en train de démonter. Il m'a confié qu'il allait pouvoir tout ranger dans une malle et ne plus penser à cela. Donc ça, ce sont les propos que les aventuriers peuvent recueillir auprès de l'ex-conseillère. Si les investigateurs interrogent Alexia à propos de Tenet,
Baker ou toute autre chose qui n'est pas en rapport direct avec l'exposition, voilà ce qu'elle pourra répondre. J'ai pensé qu'effectivement les investigateurs voudraient, croisant un témoin qui les reçoit aimablement, voudraient en profiter pour peut-être en apprendre davantage. Alors, ancienne adresse d'Howard Stanton. Alexia n'a plus en tête l'adresse de Stanton, mais si les personnages la lui demandent en réussissant un test de persuasion ou de charme, elle pourra faire des recherches dans les vieux dossiers et pourra leur fournir 2 jours après la demande cette fameuse adresse. Cette piste mène à la demeure du juge Arnold Sanders, qui est une entrée de paragraphe que nous traiterons plus tard. À propos de Tenet, maintenant, Monsieur Tenet est un col blanc qui a réussi dans le monde des affaires. Toutefois, je ne suis pas trop en accord avec certaines de ses méthodes. Disons qu'il prend volontiers certaines libertés pour parvenir à ses soins. Concernant l'obtention du marché de l'aménagement du parc central, oui, un journaliste a sous-entendu à l'époque que Tenet avait versé des pots de vin à certains responsables. Je n'étais déjà plus en poste à ce moment-là et je ne saurais dire avec certitude quelle est la part véritable de la part fantasmée dans cette affaire. Vous savez, les gens qui réussissent attirent toujours des ressentiments et des jalousies dans leur sillage. À propos de Baker à présent, lui c'est l'autre, le perdant. La non-obtention du chantier l'a contraint à fermer son entreprise et il a rapidement disparu du monde des affaires. Je ne sais pas ce qu'il est devenu, mais c'était un homme plein de ressources et je ne serais pas étonné qu'il ait rebondi d'une manière ou d'une autre. Enfin, à propos des crimes récents, si les personnages veulent un peu voir, tester ce qu'en pense cette dame, c'est bien la première fois que notre communauté connaît ce genre de malheur. Il s'agit assurément d'un malade et j'espère que les autorités vont rapidement arrêter ce dangereux psychopathe. Voilà, donc là c'était la présentation de l'ensemble des pistes qui se rapportent en fait au lieu d'assassinat de la première victime, Sonia Bennett. Vous voyez que ce qui est intéressant, c'est que ça amène à la fois vers éventuellement Baker, mais également vers la découverte des champignons hallucinogènes qui ont été retrouvés que les personnages vont retrouver sur les restes de la scène de crime après qu'elle ait déjà été investiguée par la police. Et puis ils peuvent parvenir avec cette seule piste jusqu'à la demeure d'Arnold Sanders, dans laquelle se trouve actuellement Abzo, le fameux sorcier, et notre tueur en série, qui n'est autre qu'Arnold Sanders. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à bientôt pour la suite de cette anatomie d'un scénario.